Moi j'aime beaucoup Donnie Marshall, j'étais très flatté qu'elle me propose un film. Je la harcelais un peu parce que je la croisais dans le quartier Bastille, je faisais des appels du pied depuis des années, je me baladais avec mon CV dans le quartier. Et puis Nathalie Baye, forcément c'est formidable. Donc après on lit le scénario avec plus d'excitation. Je voulais jouer le rôle de Nathalie Baye au début, parce que je trouvais que c'est le rôle d'une emmerdeuse en fait. C'était mon personnage qui est un magicien dépressif, prend par hasard en stop un volcan, quoi, une emmerdeuse extraordinaire. Et c'est très amusant de jouer une emmerdeuse, j'imagine. Enfin, elle l'a fait formidablement. Et alors après, donc moi, j'ai essayé, voilà, que mon personnage soit assez fort pour qu'il y ait une vraie rencontre, qu'il y ait un face-à-face, parce que ces deux-là vont rouler à travers la France avec des barbouzes au cul, avec Joe Star qui veut récupérer sa bagnole, donc voilà, il faut qu'il y ait un face-à-face, il faut que les deux personnages soient forts. Et je me suis dit qu'un magicien au chômage, Donnie Marshall dit c'est la disparition de la disparition, c'est une très belle définition. C'était peut-être pas assez fort face à Nathalie Baye et à son personnage, et puis finalement on a travaillé, comme on dit. Qu'est-ce qui vous touche ou vous plaît le plus dans votre personnage? Ce qui est très amusant, c'est qu'il passe, c'est quand quelqu'un qui est plutôt calme et quand même un peu attentif et face à un volcan, il passe par tous les états. Donc c'est très amusant de pas comprendre ce qui vous arrive quand quelqu'un monte de force dans votre voiture. Ah bon, d'accord, oui, très bien. Et puis en même temps, c'est Nathalie Baye, elle se dit, ah quand même, si jamais elle laisse sa porte entrouverte, j'irais bien, bon, je parle du personnage. Et puis à d'autres moments, on dit, tiens, si la fenêtre est ouverte, je la pousserais bien par la fenêtre aussi. Donc il passe par toutes les humeurs possibles qu'on peut avoir quand on a quelqu'un de très différent et quand même séduisant dans sa voiture. Ça, c'est très amusant. Et puis d'être un magicien, donc d'avoir un savoir-faire très précis, c'est formidable pour un acteur de se concentrer sur un truc précis comme l'alpinisme, le close combat ou la prestidigitation dans ce cas-là. Et je sais faire 2 tours de magie dans la disparition d'une cuillère, si vous avez des enfants. Ça, je me le rappelle encore, j'arrive du Mali et j'ai eu un grand succès dans les villages avec la disparition de la cuillère. Les gens ne s'en lassaient pas. Pour les anniversaires, on peut faire appel à oui, vous alors. Mais je fais que la disparition de la cuillère. Il y a quelque chose qui tire la voiture et le film fait ça. Parlant justement comme ça. Fond qui défile. Donc voilà. Et moi, il y a toujours quelque chose, au bout d'un moment, je le sens. J'ai l'impression que, voilà, effectivement, il y a quelque chose qui ne se passe pas tout à fait. Et donc, ayant vu qu'il conduisait bien, je lui ai demandé s'il accepterait de conduire. Il m'a dit plutôt oui, je préfère. Et donc, du coup, on n'a jamais. C'est toujours lui qui conduit. L'opérateur qui était un type formidable, c'est Christophe Offenstein, qui est assez casse-cou. S'était fait construire une petite bulle en plexiglas comme un sidecar qui était accroché à la voiture, dans lequel heureusement il était petit. Il était comme ça avec la caméra qui on allait à quoi 70 quand même, donc le moindre accident c'était quand même. Et donc on a tout tourné avec Édouard qui conduisait et qui conduisait sans voir puisqu'il y avait souvent une caméra devant lui. Donc c'était très intuitif. Donc on prenait des routes droites. C'est vrai. Alors, au bout d'un moment, il jouait et il disait non mais là je vais où je ne vois plus rien. Je joue. La route était droite. Est-ce que vous aviez le titre avant de commencer l'écriture? Ou est-ce que c'est l'accumulation des sujets traités et des thèmes que vous abordez dans le film, puisqu'on passe de la maladie d'Alzheimer au trafic d'armes, en passant par le syndrome de la Tourette, je sais pas, les Coréens, les altermondialistes, tout ça. Est-ce que c'est une fois que vous avez écrit cette sorte de millefeuille que vous avez décidé de l'appeler Passe-Passe? Il est arrivé un petit peu tard et c'est aussi lié au fait que le tour de Passe-Passe, d'abord il y a le tour. Il y a Passe-Passe, il y a l'idée que quelque chose passe, qu'il faut l'attraper, peut-être il ne reviendra pas, ce moment où on devait attraper quelque chose. Et puis il y a des tours de Passe-Passe, c'est-à-dire la magie. Et c'était comme s'il y avait un passe pour lui, un passe pour elle. C'est-à-dire, j'imaginais l'affiche en me disant, tiens, c'est comme un truc de couple, Passe-Passe, voilà, il y en a deux. Non mais Park Young-hak, c'est pas ce qu'on dit, Park Young-hak. Je sais que beaucoup de gens veulent aller voir Park Young-hak, qu'est-ce qu'il fait en ce moment, comment il est dans Passe-Passe. Il a changé, c'est pas le Park Young-hak que vous avez connu il y a quelques années, dans quelques nanars sud-coréens ou des films un peu déshabillés hongkongais. C'est un Park Young-hak qui a la pêche, qui a la frite, qui est sorti de sa cure de désintox. Vous allez le reconnaître, il est méconnaissable, superbe, souple. Vraiment, allez le voir, parce que allez voir le film. Peut-être je dirais qu'un mot sur Passe-Passe, Nathalie Baye. Bien sûr, on doit bien ressentir, mais il n'y a pas Park Young-hak. C'est le charme épicé de la Corée du Sud, ambiance Séoul by Night que certains d'entre vous ont connu, et en même temps très parisien, très français. Et je peux vous dire, ça va faire du long. Je ne regrette pas d'avoir posé la question.